Nous voilà ensemble dans le premier épisode de Culture et vous, le magazine qui vous emmène à la découverte de l'art et de la matière au travers des civilisations. Rencontrons pour l'heure ces métiers qui ont fasciné le monde depuis la nuit des temps avec l'artisanat d'art à Montpellier. Et voyons comment peut se faire la transmission de ces savoir-faire bien souvent oubliés. Nous vous emmenons à la rencontre de Ayash David, luthier depuis 28 ans. Ensuite, dans l'atelier Voyage en Terre, où qui s'y intéresse peut apprendre le travail du maniement de la terre. Pour finir, allons rencontrer Gabin Bouton, apprenti en ferronnerie d'art. Tout de suite, allons voir Ayash David, au plus près de son art, dans son atelier. Les luthiers perpétuent les techniques ancestrales de fabrication de l'instrument. David s'adonne à la conception d'alto, de violon et de violoncelle reconnus par les musiciens du monde entier. Donc depuis le XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, il y a des artisans qui travaillent le bois et qui fabriquent des violons selon toujours la même conception. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les luthiers, à l'heure actuelle, ils travaillent avec les mêmes techniques, avec les mêmes modèles, les mêmes outils, les mêmes vernis aussi. Donc en fait, pour fabriquer un violon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on le dessine, on dessine le contour. Ici, on a un modèle de Carlo Bergonzi de 1732. On a toujours l'utilisation du même bois, c'est-à-dire pour la table, le dessus de l'instrument, on utilise l'épicéa, et pour le fond, les côtés et la tête, on utilise l'érable. Donc c'est des bois qui ont été coupés, qui ont été sélectionnés par des bûcherons qui les découpent et qui nous les vendent sous forme de planches comme ça. Et nous, après, on les laisse sécher quelque temps, au moins 5 ou 10 ans. On a aussi façonné les côtés avant. Les côtés, c'est des lamelles de bois de 1 mm d'épaisseur qu'on plie à chaud pour donner la forme du contour. Voilà, donc là on a le violon qui est en cours de construction. Donc les côtés avec le moule intérieur qui nous permet de construire l'instrument, et le dessus et le dessous. Voilà. Situé en plein centre historique de Montpellier, son atelier choisi pour sa résonance a été entièrement restauré. Comme il y a un grand volume, le son se propage bien. Pour essayer les instruments, c'est assez flatteur. Et c'est presque des conditions d'une salle de concert, presque. J'ai commencé il y a une trentaine d'années à peu près. J'ai d'abord eu une formation d'ébéniste. J'ai fabriqué des meubles. J'ai appris à fabriquer des meubles. Et ensuite, je suis parti en apprentissage à Toulon pour fabriquer des guitares pendant 2 ans, chez Bruno Perrin. Ensuite, je me suis orienté vers le violon. Et donc, j'ai appris dans différents ateliers. Je me suis installé il y a 20 ans à peu près. Je me suis installé à Montpellier pour fabriquer donc des violons, des altos et des violoncelles. La passion de David Ayash l'a poussé à affiner son apprentissage pendant des années, faisant de lui un artisan reconnu par la profession. Il y a ceux pour qui l'artisanat reste un plaisir, un loisir, un moment de détente. C'est le cas par exemple de Flavie Martineau, qui apprend la céramique à des artistes en devenir. Installée depuis peu dans son atelier, Flavie y passe ses journées entre ses créations et les élèves qu'elle reçoit. Donc, je m'appelle Flavie Martineau. Depuis un peu moins d'1 an, j'ai installé mon atelier de céramique sur Montpellier. Et c'est un métier auquel je me suis formée entre 2008 et 2010. En fait, c'était un DMA, donc un diplôme des métiers d'art, qu'on fait en 2 ans. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis formée. Après, j'ai continué à avoir d'autres professionnels par-ci par-là. Mais je me suis vraiment installée que cette année à Montpellier. Moi, je fabrique plutôt des objets utilitaires pour le quotidien, en grès et en porcelaine, et que je vends sur les marchés. Le fait que ce soit un savoir-faire aussi ancien, c'est ce qui m'a plu en premier, en fait. Savoir que les gestes que je faisais, ils avaient déjà été faits par des hommes il y a des milliers d'années. C'est toujours ce qui me plaît. Encore aujourd'hui, des fois, quand je travaille, je suis en train de me dire c'est dingue. Je suis en train de peut-être faire quelque chose que quelqu'un a fait il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ. Moi, je trouve ça assez émouvant, ouais, d'avoir encore ce savoir-faire. Faut pas que ça se perde. Moment méditatif, voyage de l'esprit et ressenti tactile,
instant que cette jeune artiste partage avec ses élèves. J'ai fait en sorte que ce soit un atelier libre, c'est-à-dire que les élèves viennent quand ils veulent, sur des horaires d'ouverture. Ils restent le temps qu'ils veulent et après je m'adapte à ce dont ils ont envie. Et enfin, en fait, s'il y a des gens qui sont déjà expérimentés, qui ont juste besoin du matériel, ils peuvent juste venir l'utiliser. Pour l'instant, j'ai que des élèves qui commencent, donc qui sont plutôt sur le ressenti. Et ce que j'entends le plus en atelier, c'est c'est super agréable, ça me fait du bien. Donc pour l'instant, ils sont plutôt centrés sur... c'est leur premier contact avec la terre. On va dire que j'ai une dizaine d'élèves, ça va à peu près de 21 à 60 ans. Il y a un peu tous les profils. Alors forcément, il y a les nouvelles énergies. On travaille maintenant à l'électricité, alors que les premières cuissons se faisaient au bois. Donc, il y a toujours la céramique utilitaire, il y a la céramique artistique, et il y a aussi maintenant la céramique technique. Donc c'est des pièces qui sont fabriquées pour les machines médicales ou les moteurs de voitures, etc. Donc bon, c'est encore dans l'air du temps. Ce geste de partage des savoir-faire se concrétise parfois par la poursuite d'études. Gabin, étudiant en ferronnerie d'art depuis 2 ans, nous parle de son intérêt pour le travail de la matière. Allons à Lodève, petite ville proche de Montpellier. Quand j'étais gamin, je devais avoir 12 ans. Ma cousine était en train de construire une terrasse faite par un ferronnier et du coup, comme c'était un ami à lui, je suis allé dans son atelier pour lui donner un coup de main. Et en gros, j'ai vraiment aimé cette journée de boulot et donc à la sortie de la fac, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de manuel. J'ai repensé à cette journée-là et je suis parti là-dedans. J'ai fait un CAP en 1 an, alternance. Je faisais à peu près 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école. Et maintenant, je suis en BTS chaudronnier. Et là, j'ai fait 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école. C'est vraiment une alternance 50-50. Je suis considéré comme salarié, 5 semaines de vacances par an, quand j'ai payé. On n'a pas de kit, on n'a rien. Il faut que de nous-mêmes, on arrive à trouver comment faire. Donc il faut vraiment avoir un esprit logique, même se projeter en 3D, des fois, rigoureux, motivé. Et il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut pas avoir froid aux yeux. Le métier de ferronnier, il n'est pas marrant tous les jours, quoi. On a froid, l'hiver, on a chaud l'été, on se fait mal au dos, on se blesse les mains, on se blesse le visage, on passe son temps à se faire mal. Là, tout à l'heure, on m'a amené un portail, il y a un mur qui s'est effondré dessus. Le propriétaire, il tient ce portail-là, du coup, on va devoir complètement le retaper, il est tout tordu, on est des médecins du fer. J'aimerais devenir prof. Ce qui m'a donné envie d'être enseignant, moi, à la base, c'est vraiment la transmission du savoir, la pédagogie. Parce que quand je suis arrivé ici, je ne savais rien du tout. Et mon patron a pris du temps à m'enseigner tout ce qu'il savait, les méthodes, par mimétisme, vraiment tous les gestes qu'il faut avoir pour créer. Et du coup, là, en 1 an et demi, j'ai eu le temps d'avoir plusieurs stagiaires à gérer, pareil, à leur apprendre, à leur transmettre mon savoir. Du coup, ce qui fait la magie pour moi, c'est la création de base. Je me dis que dans 50 ans, ce que j'ai fait, ça existera encore, ça sera à la même place, même largement après ma mort. À la fin de la journée, je me retourne et je regarde ce que j'ai fait en fait, et je me dis, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pas théorique, c'est pas abstrait. Je crée des choses, vraiment. Ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est que ma création, quand c'est artistique, quand c'est ouvragé, c'est vraiment un mélange entre mes envies, l'envie du client et les conditions si c'est une rambarde, de l'escalier, tout ça. Donc ça vient pas de moi, ça vient pas du client, ça vient pas du lieu, ça vient des trois. C'est un mélange de tout qui donne ces créations en fait. C'est ce qui plaît. L'acier, c'est un matériau très particulier parce que c'est très dur, mais la fibre de l'acier se tord, se soude au cas où, se coupe, ce modèle comme on veut s'écrase, alors que c'est pas le bois, on peut pas l'écraser, on peut pas le tordre. Une fois qu'il est coupé trop court, il est coupé trop court. Le fer, c'est vraiment de la pâte à modeler une fois qu'on commence à le travailler. On est libre de créer absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite à la création, il n'y a pas de limite. C'est solide, donc on peut faire aussi des choses suspendues, où on peut se tenir debout dessus, on peut faire ce qu'on veut. C'est parfait comme matière. Ces 3 artisans se rejoignent dans la passion de la transformation des éléments. Il existe bien sûr bien des manières d'acquérir ces savoir-faire. Dans le prochain épisode, on se retrouve en pleine Oktoberfest, la fête de la bière bavaroise, pour percer les mystères de celle-ci. En attendant, je vous souhaite de belles sorties et de belles découvertes. À bientôt.